On va défier tous les systèmes, toutes les autorités. Donc baby mama, cache pas le moment, écoute ma voix. Je te le promets, je vais tout donner pour toi. Salut Balou. Salut, ça va ou quoi? Ça va, tranquille. T'as un côté très américain en fait, dans ce que tu entreprends. Ou même dans l'image, tu vois. Il y a déjà pas beaucoup de gens ici, en tout cas, qui font du basket. Tu vois, t'as le mec comme ça. Est-ce que ça, les acteurs là-bas, les entertainers là-bas, t'ont vraiment inspiré? C'est là-bas que t'es venu puiser un peu tous les skills en fait que tu exploites aujourd'hui. Bah, on va dire que c'est un mix, c'est-à-dire que j'avoue que depuis que je suis petit, moi je suis à fond dans le basket, depuis que vraiment je suis tout petit, etc. Quand j'étais petit peu, je regardais grave les cassettes N1, j'essayais de parler en anglais, etc. Et puis j'ai eu la chance de faire mon premier stage aux États-Unis pour mon BTS à l'époque. Et c'est là où vraiment j'ai rencontré, c'était en 2006, j'ai rencontré tout, on va dire. En fait, j'ai pris une gifle, je me suis dit, ah ouais, le hip-hop, c'est ça, tu vois. Et j'ai mixé, en fait, on va dire, ce que j'ai appris de cette culture américaine avec la culture française, c'est-à-dire, voilà, j'avais grave des inspirations quand même en France, tu vois, des mecs comme Jamel, je regardais grave H, des mecs comme Booba qui entreprennent, etc. Et j'ai essayé de mixer ça avec l'entertainment, on va dire, américain, c'est-à-dire des mecs qui ont pas peur pour faire la promo marketing de leur projet, d'aller loin, tu vois, par exemple, là, 50, il vient de signer un deal chez BET. Vas-y, il a fait une vidéo comme s'il kidnappait la directrice de BET pour expliquer qu'il prend le contrôle, tu vois, j'essaie de mixer. Et en même temps, moi, on va dire que je suis un peu foufou naturellement, tu vois, donc ça donne ça, si tu veux. Mais en France, tu fais ça, t'es fiché S, hein. Ouais. là, en ce moment, faut pas faire de trucs comme ça. Je te jure. T'as fait une vidéo aussi dernièrement à comment savoir si un mec te trompe. Le premier, c'est le mec qui aime plaire. On a toujours un mec dans une équipe de mecs qui aime plaire, tu vois, c'est le beau gosse par attitude. Le mec marche en soirée, il aime plaire, il aime jeter des petits regards aux petites comme ça, tu vois. C'est le mec qui veut repartir avec un numéro à tous les coups. On appelle ça aussi le light skin. Et à un moment donné, dans la vidéo, tu dis tous les noirs sont infidèles, c'est un cliché, etc. Mais il vient d'où ce cliché? Est-ce qu'il vient de quelque part, quoi? Il vient de... Il est chaud, lui. Le cliché, mais je sais pas d'où il vient. Je sais pas, peut-être les femmes qui ont eu des mauvaises expériences et qui ont généralisé. Non, mais comme tous les clichés, ça part, on va dire, d'une petite vérité, parce que, vas-y, moi je suis antillais, on va dire qu'on connaît tous des Antillais qui ont fait des conneries à droite à gauche, et du coup, tu prends. Mais la question, c'est est-ce qu'on a connu des Antillais qui ont rien fait? Il est trop chaud. Moi, voilà, les filles, moi, j'ai rien fait. Non, mais voilà, ça part de, tu généralises, en fait, tu vois. J'essaie de défendre les Renois, mais c'est pas facile, les gars, vous voyez, je bégaye un peu, tu vois. Et voilà, je sais pas quoi. Okay. Elle était chaude cette question. Putain, j'étais pas prêt. Je te retourne la question aussi pour avoir ton expérience et ton expertise plutôt. C'est, vu qu'on est en 2017, eh bien, comment savoir si une meuf te trompe? Comment savoir si une meuf te trompe? La vidéo va arriver, hein. Ouais. Mais franchement, il y a des traits qui ne mentent pas, tu vois. C'est-à-dire, une meuf, quand elle te trompe, elle est plus distante déjà, tu vois. Elle marque une distance de fou, tu vois. C'est à peu près les mêmes symptômes que les mecs, on va dire. Mais les meufs, elles sont plus vicieuses. Je sais pas comment t'expliquer, c'est-à-dire qu'elles peuvent te disqueter fort, tu vois. Une meuf, ça peut te tromper. Ça peut te tromper et toujours être avec toi en mode je t'aime, bébé, nanana, tu vois. Une meuf, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des vices. Mais ça, je vais ramener le tournevis et je vais tout expliquer. Pas de panique. Pas trop bien, pas trop bien. Quand tu parlais de distance, est-ce que je dois m'inquiéter si là, la Mago, ça fait 2 semaines, elle n'a plus de nouvelles, là? Ah, c'est compliqué, là. C'est compliqué? Ouais, là, c'est chaud. Ouais. Là, elle est partie voir un autre frère d'Ouzbek. Ou un entier. Voilà, ou un entier. C'est compliqué. Ok, d'accord. Quand on regarde le rap français, on voit que, justement, les rappeurs ont un espèce de jumeau maléfique, ont un personnage maléfique, on va dire. Il y a Rof, il y a Ousni, puis il y a Rof, il y a Kerry James, puis il y a donc Alix, etc., etc. Et toi, j'ai l'impression que ton jumeau maléfique, c'est Tyson, non? Mon jumeau maléfique, ouais, on va dire, c'est mon côté sombre. C'est mon petit jumeau maléfique. Mais en vrai, si tu regardes, moi, j'avoue, c'est vrai, hein. J'ai le côté où je peux faire des vidéos sérieuses, tu vois, parler d'un sujet. Je peux poster ça sur mon Facebook et 1 heure après, parler d'un sujet complètement de cul 100%. Les gens, ils pètent un câble, ils disent, mais c'est un ouf, etc. Donc ouais, on va dire Tyson, c'est mon jumeau maléfique, tu vois. C'est plus que mon jumeau maléfique, tu vois. Rappelle-nous qui est Tyson. Tyson. Ne l'aurait pas connu. Voilà, pour celles qui ne l'auraient pas connu, elles sont peu. Non, je rigole. Pas de problème. Tyson, c'est un mec, il est costaud.
il met des one round, tu vois. Non, c'est un charreau. Non, Tyson, c'est mon pénis. Ah, Moi, ça c'est dit. Revenons au sérieux, tu as interviewé pas mal d'artistes. Est-ce que tu as un artiste que tu as aimé particulièrement faire? Ouais, franchement, en fait, j'ai aimé quasiment tout le monde, mais celui qui m'a... Les deux qui m'ont bien surpris, enfin, je sais pas, attends. En Kenry, il y en a deux que j'ai survalidés. 3. En français, il y a... En fait, français, c'est... Je sais pas. Mais en Kenry, déjà, je vais parler des Kenry. Il y a Wiz Khalifa ça m'a giflé dans le sens où tu te dis, vas-y, lui, c'est quand même une superstar. Il a une vidéo à 1 milliard de vues, tu vois. Il est dans le Billboard Award, il est dans le Top Forbes, il est millionnaire, tu vois. Tu te dis, vas-y, j'interviewe Wiz Khalifa, t'as des a priori, tu te dis, il va arriver, comme les Kenry, il va se la péter, il va pas calculer. Le mec, il est arrivé tout seul, enfin, avec son attaché de presse. Il a serré la main à tout le monde dans la radio, il est venu, il s'est posé, on a parlé vite fait, bon délire, etc. On a fait l'interview, tout s'est bien passé. Jusqu'à un jour, je suis parti, je crois 2 mois après, je devais interviewer son gars Chevy Woods. La vidéo elle est jamais sortie, dans les backstage, et c'était concert de A$AP Mob, si je dis pas de bêtises, non, A$AP Rocky et Wiz Khalifa et Chevy Woods. Et je fais l'interview, et quand je sors, je croise Wiz Khalifa, il me fait « Oh, what's up, my friend ?» Il me prend dans ses bras et tout. Tu vois, en mode, je me suis dit, il va jamais me reconnaître, il va pas me calculer, tu vois. Et non, c'est vraiment un mec qui est humble. À la fin, il a pris le temps de parler avec tout le monde, il est dans son délire et tout, donc ça, j'ai validé. Deuxième mec, c'est à peu près le même délire, c'est Kendrick Lamar. Alors Kendrick Lamar, c'est le mec le plus humble que je crois que j'ai interviewé. Il se prend pas la tête, je l'ai fait danser, on a déliré. Et j'ai l'impression que quand il m'a vu que moi j'ai grave des potes de LA, de Compton et tout, et que je lui ai parlé d'un gars avec qui il bosse, qui s'appelle Eddie, il s'est dit, ah putain, on dirait un mec de Compton, mais qui parle avec un accent français, tu vois. Et on est rentré dans un délire. Et en Kenry, le dernier, c'est Kidding, parce que c'est vraiment le frérot. J'ai fait au moins 4-5 interviews avec lui, c'est toujours bon délire, c'est la famille. D'ailleurs, force à toute l'équipe, Alumni, Adrian Swish, DJ Will, etc. Donc voilà. Après en français, Est-ce que tu n'as pas peur justement en France que les journalistes créent des liens d'amitié et finalement ne sont pas très objectifs, tu vois? Après, j'avoue, moi j'ai pas vraiment de potes dans le game, c'est-à-dire que je suis bien avec tout le monde, mais il n'y a pas vraiment de rappeurs avec qui je suis... Franchement, les rappeurs avec qui je suis proche, il y a Niska, vraiment lui c'est la famille, il y a Kalash. Mais il n'y en a pas tellement, tu vois, les autres, si je les vois pendant les interviews, on s'entend bien, il y a un bon feeling, mais je suis pas ouais, Gradure, ouais, mais je suis pas, tu vois, ouais, j'avoue, les gens que je viens de citer, en plus, j'avoue, non, en fait, ce que tu dis, c'est peut-être vrai, mes interviews préférées, c'est Kalash, Niska, Gradure, etc. Non, il y a eu des bons délires, mais en fait, j'en ai fait tellement, je crois, dans le rap français. Par exemple, j'ai eu l'occasion de faire La Crime plusieurs fois, je l'ai fait dans 3 moods différents. J'ai fait ma première interview à l'époque à Génération, c'était La Crème, la première. Elle n'est pas sortie en vidéo, mais c'était une putain d'interview. La deuxième, c'était quand il était en cavale. Je l'ai eu au téléphone en Algérie. Il était en Algérie, on a eu au téléphone, donc c'était un mood différent. Et la troisième que j'ai faite avec lui, c'était la veille de son incarcération. Il savait, il allait se rendre, etc. On était dans un petit coin et j'ai interviewé, etc. Donc lui, j'ai trouvé que c'était des bonnes interviews. Enfin, différents moods, tu vois, mais on a pu bien discuter, et c'est dommage que les 2 premières elles soient jamais sorties, mais on a pu bien discuter et bien parler des sujets sur le moment qui étaient super importants pour lui, tu vois. D'accord, justement, tu as parlé de Génération, mais on ne le voit plus chez Génération. Qu'est-ce qui se passe, Val? Ah, je travaille plus à Génération. J'envoie les balles ou pas? Non, en gros, si tu veux, j'ai commencé à Génération en 2014, si je dis pas de bêtises, et je travaillais avec un programmateur, c'est lui qui est venu me chercher d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris beaucoup dans le game, que ce soit dans le rap, je lui dois beaucoup, c'est un grand mec, je le valide trop, c'est Laurent, l'ex-programmateur des Générations, et lui, du coup, pour la saison 2016-2017, il a arrêté, tu vois. Et nous, on l'a su une fois qu'on a signé le contrat, Tita et moi. Et on s'est dit, putain, ça va être chelou sans Laurent, parce que nous, on est là pour lui. À la base, moi, j'étais dans mon truc. Moi, je suis vraiment venu parce que c'est lui qui m'a ambiancé, c'est lui qui m'a mis dans le truc, c'est lui qui... J'étais pas un mec de la radio du tout, il m'a tout appris, vraiment. Et le fait qu'il parte, ça a cassé un truc à Génération. Ils ont mis des nouveaux... Voilà, j'étais pas... Le feeling, il est pas bien passé, on va dire, la manière de travailler, leurs objectifs...
les playlists, tout ça, c'était pas mon délire du tout. Et du coup, bah, je pense que ça s'est ressenti sur l'année précédente. J'ai fait beaucoup moins d'interviews, je parlais moins de génération, etc. Et puis à la fin de l'année, c'est-à-dire là, il y a un mois, j'ai préféré arrêter. Mais il y a des nouveaux projets qui arrivent là. T'arrives à une semaine peut-être d'intervalle, mais il y a des nouveaux projets qui arrivent qui vont faire, je pense, comme du bruit, quand même, que ce soit télé ou radio. Quels sont les albums de cette année qui t'ont mis une gifle? Et à venir aussi, à part Niska, bien sûr. Ouais, Niska, il va gifler tout le monde. Poteau ou pas, il va gifler. Mais non, les albums qui m'ont giflé, Quinry, français les deux? Français. Rap français, il y a quoi qui est sorti? Nino, très très chaud Nino, lui il m'a giflé. Damso qui cogne, c'est pas un français mais il est trop chaud, tu vois. Damso, ça cogne. J'aime bien, ils ont pas sorti d'album et tout, mais j'aime bien les Belges aussi, tu vois. J'aime bien. Franchement, la Belgique, il est fort, hein, que ça soit Roméo Elvis, Caballero et Jean Jass, Hamza, tu vois, je valide les artistes belges. Hamza, surtout lui, ils ont mis une gifle avec Titan. H24, quand il est arrivé avec ce projet, c'était costaud. Parler du rap belge, y a un truc qui est étonnant, enfin en tout cas qu'on a trouvé peut-être étonnant, c'est que les Parisiens ils sont assez chauvins, tu vois. Et j'ai l'impression que les Parisiens, en tout cas la France, a accueilli de manière très chaleureuse en fait tous les artistes et a survalidé même. Et on a l'impression que justement c'est plus une hype le rap belge et que ça a pénétré justement complètement la France et que c'est parti pour rester aujourd'hui. Ouais, bah je pense qu'à partir du moment où le talent est là, la bonne musique est là, bah, le public parisien, le public français accueille bien les choses. Et on va dire que celui qui a vraiment ouvert la porte, c'est Damso, tu vois. Il est arrivé très très fort avec Booba qui appuie derrière, tu vois. On va dire que ça s'est fait comme ça. Booba, il a appuyé Damso derrière. Damso, il a mis la Belgique sur la carte, plus ou moins. Tout le monde s'est dit, ah, putain, ils sont chauds comme ça en Belgique. Et Damso, il est vraiment chaud. Derrière, il y a Hamza qui arrive avec son projet. Et en fait, on va dire petit à petit, tu vois, ils ont foncé la porte, tu vois ce que je veux dire. Et après... Voilà, mais ouais, pour moi, c'est Damso qui a vraiment mis, pas la Belgique sur la carte, mais dans le game, en tout cas, qui a exposé grave la Belgique. Bon, avant ça, il y avait Stromae, tout ça, mais c'est pas vraiment le même registre, tu vois. C'est pas du rap, tu vois, genre, et dans son créneau à lui, qu'on respecte et qui est très, très fort. Mais je pense que Damso, il a vraiment aidé les artistes belges à être plus exposés, en tout cas, en France. D'accord. Et peut-être une dernière question, un peu plus sérieuse. Sur votre site, vous avez partagé une vidéo avec un flic aux States qui parle avec une femme qui l'a arrêté et lui dit ouais, vous savez très bien qu'on tue que les noirs. Est-ce que être noir en France, là je parallélise, est-ce qu'être noir en France c'est dur en 2017? C'est dur partout. C'est pas dur qu'en France. Après c'est dur, mais comment dire, c'est pas la même chose que States, tu vois. Genre, j'ai vécu des trucs aux States incroyables, tu vois. Ma petite expérience, parce que je suis pas un carrière non plus, les keufs aux States, je veux pas les croiser. Genre, m'arriver des trucs de fou, me faire braquer, c'est juste, et c'est le fait que je sois français qui m'a sorti de la merde, tu vois. Mais, c'est vrai que dernièrement, il nous arrivait des petites, avec les keufs français, on roulait plusieurs fois, ils nous contrôlent pour rien. Après, bon, ça finit toujours bien. On a eu de la chance que ça finisse bien, mais c'est vrai que il y a eu des trucs cette année en France, enfin, l'année dernière plutôt, ou même il y a 2 ans, que ça soit Adama Traoré. Moi, j'habite à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, tu vois, on a connu Bouna Ezied en 2005. En 2005, qui a créé les émeutes. Il y a quand même des choses qui ont été très très sales, tu vois. Et en tant qu'habitant du 9-3, je peux te dire qu'on en a vu des conneries, des keufs qui abusent, etc. Après, c'est comme les Renois, faut pas généraliser. Il peut y avoir des bons keufs et des méchants keufs, mais le problème c'est qu'on tombe plus souvent sur des keufs qui nous cassent les couilles que sur les bons, tu vois. Tu vois, quand il y a un groupe de keufs qui t'arrête, il y en a toujours un qui est cool, qui va essayer de calmer les choses, et il y en a toujours qui veulent prouver, qui veulent casser les couilles. Et des fois c'est les Renois qui nous cassent les couilles le plus. Hein. C'est vrai que des fois tu te rends compte, en fait, des fois quand tu réfléchis, tu te dis, putain, la dernière fois qu'on s'est fait arrêter, c'était il y a même pas un mois. On roulait normal, franchement, il roulait tout doucement. On s'est fait contrôler et tout, pour rien, devant tout le monde, etc. Les gens, ils passaient, oh, ben oui, je fais contrôler et tout. Et on demandait au gars, ouais, vous nous contrôlez pourquoi, en fait? Non, il n'y a pas de raison, juste comme ça. On sait très bien, c'est parce qu'il y a 4 noirs dans la voiture, tu vois. Et quand tu réfléchis à ça, tu te dis quand même, c'est triste, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est triste juste parce que peut-être t'as des locks ou t'es noir, qu'on contrôle. Et le mec cherchait, hein, vraiment, c'est pas un petit truc, allez, dites-nous la vérité, là. On a rien, mec, j'ai des locks, mais je fume pas, je bois pas, tu vois. On est juste là, on allait faire un clip, pourquoi tu vois. Puis voilà, mais c'est triste. Comme j'ai dit, comme je dis tout le temps aux frérots,
faut pas non plus rentrer dans une, je vais pas dire paranoïa, mais une victimisation, c'est-à-dire, vas-y, on sait que c'est comme ça, en vrai, tu vois, on sait, maintenant à nous de, je veux pas dire de prouver qu'on n'est pas des méchants ou je sais pas quoi, mais c'est à nous de charbonner, parce que la puissance ne respecte que la puissance, tu vois, c'est comme aux States, c'est devenir puissant, tu vas prendre un Jay-Z, tu vas prendre l'impact que maintenant ils ont ces mecs-là dans la culture américaine. On en parle autant qu'on parlait d'Obama à l'époque, qu'on en parle de Trump aujourd'hui, tu vois. Donc, entreprenez les frérots, ne vous laissez pas rentrer dans cette victimisation, etc. Entreprenez, devenons puissants, faut qu'on ait des avocats noirs, tu vois, de la communauté, tu vois, de la minorité, des avocats, des mecs qui ouvrent des boîtes de prod, tu vois, vraiment, il y a que comme ça que les choses elles vont évoluer, c'est quand on aura la parole, le pouvoir, pouvoir s'exprimer, pas... On peut manifester autant qu'on veut, hein. Ils vont pas nous écouter sans battre les couilles. C'est quand tu deviens puissant que là, ils nous écoutent. Si demain, aux States, bon, même si, voilà, mais si demain, Jay-Z, P. Diddy, 50, tous les gros mecs là-bas, ils se mettent contre quelqu'un, crois-moi, genre, s'il y a un truc contre les Renois, crois-moi que si eux tous ils se mettent contre le gars, c'est fini. Par exemple, là, à Houston, ce qui s'est passé là aux States, là, avec, voilà, le cyclone, l'ouragan Houston et tout, bah, Kevin Hart il a lancé un truc, il a dit vas-y, moi je mets 25 000 $ pour les familles et tout, voilà, je challenge Chris Brown, Beyoncé, Shisha, et au final ils sont arrivés à 2 millions. Tu vois ce que je veux dire, genre et ça aide le peuple, tu vois, c'est la puissance, et ben moi je pense que c'est ça qu'il nous faut, si vraiment on veut lutter contre ce genre d'inégalité, etc., faut qu'il y ait plus de mecs qui entreprennent et pas que des rappeurs, ou tu vois ce que je veux dire, faut des mecs qui soient dans le délire, quoi. Et j'ai vraiment kiffé la Belgique et j'ai envie de revenir. J'ai plusieurs raisons qui me donnent envie de revenir. Merci beaucoup. Yes, pense à toi, mon gars. On va défier tous les systèmes, toutes les autorités. Donc baby mama, cache pas le moment. Écoute ma voix, je te le promets, je vais tout donner pour toi.